Vanessa, 6e épisode. Et je me suis mise à fumer le crack. 3, 2, 1. Je suis incapable de me souvenir de la première fois où j'ai goûté ce truc. T'achètes du crack directement dans la rue, ça coûte 20 € la galette. C'est le truc... Finalement, je crois que le crack, c'est pire que l'héroïne. Parce que le crack, tu n'as pas de séquelles après. Pendant que tu fumes, t'as une montée, ça dure 5 minutes où t'es là, complètement débile. Après, tu cherches partout si tu en trouves. Puis après, hop, c'est comme si t'avais rien fait. Tu redeviens normal. Tu reviens au point de départ. Sans fatigue, sans rien. Il n'y a pas de décrochage, il n'y a pas de sevrage réel. Il y en a un, c'est psychologique, bien entendu. Mais physiquement, il n'y a pas de douleur. Donc c'est très sournois. Et donc je me mets au crack. Et là, le crack, ça coûte très cher. Je crois que ça coûtait 20 €. 20 €, mais c'est 4 tafs. 4 tafs, une taf, ça dure même pas, c'est 3 minutes. T'en as pour 6 minutes, 20 €. Si tu te drogues toute la journée, t'as besoin d'avoir 1 000 € par jour. Comment tu fais pour avoir 1 000 €? Bah, tu voles, tu fais la pute, tu fais tout, voilà. Donc j'ai fait tout ça après. Un soir, je me dis... parce qu'évidemment, tout mon argent passe là-dedans. Et un jour, j'ai faim. J'ai hyper faim. La faim fait faire des trucs de malade, quand même. Donc j'avais faim, je me suis dit... je vais aller au McDo. Je vais me mettre devant le McDo, puis je vais trouver quelqu'un qui va me payer un hamburger, quoi. Tu vois, la pauvre clocharde. Je vais à République, à pied. Et là, il y a un Bulgare qui vient me faire chier, qui me dit... Bonjour... pour 20 €, tu viens avec moi à l'hôtel faire une passe? Je dis quoi? Pour 20 €, c'est même... Ça va pas la tête. Non, je dis, mais non, laisse-moi tranquille. Là, j'ai envie de bouffer un hamburger, mec. J'ai pas envie de faire une passe. Donne-moi 20 €, tiens, donne-moi 20 €. Le mec, il me dit, non, viens avec moi, là. J'arrive pas à m'en détacher. Et là, je vois au loin un mec avec une capuche contre un mur qui me fait des signes. Et il me fait des signes comme quoi il y a de l'argent dans la poche. Et il me fait signe de le suivre. Donc moi, le Bulgare, je lui dis, bon, par contre, si tu me suis et que t'es gentil, là-bas, je connais quelqu'un, mais elle te fait tout ce que tu veux pour 20 €. Et le mec, il me suit parce qu'il est bourré, tu vois. Je l'emmène dans une rue. Là, le mec, avec le capuche, fait une prise du sommeil. Il fait une prise du sommeil au mec qui tombe dans les pommes. Et il tient le mec, il me dit, vas-y, prends tout ce qu'il a dans les poches. Et là, il a 5 000 € dans les poches, le mec. En billets de 200, les billets jaunes. Je prends tout, je prends ses bagues, je prends ses téléphones, il en avait 2. Et puis on part en courant. Et puis je lui donne tout. Parce que moi, je sais pas mon truc, c'est pas mon truc, quoi. Donc je lui donne tout. Et le mec, il me redonne la moitié, il me donne 2005. Il me dit, ça, c'est ta part. Je me mets 2005 dans mon soutif. Je continue à courir, je fais, yallah, bye bye. Et là, 3 voitures de police qui arrivent, clac, qui nous braquent. Hop. Et là, dans une des voitures, il y a le Bulgare qui dit « C'est elle !» Le flic m'arrête. Moi, je suis encore sous procès, là. Je me retrouve au commissariat. Là, j'ai fait du dépôt. C'est 3 jours. C'est 3 jours en cellule, comme si t'étais en prison, mais pire. Je me suis retrouvée après à passer en jugement avec un avocat commis d'office. Sauf que là où j'ai eu un peu les boules, c'est quand je suis arrivée dans la salle avec les menottes à ma place d'accusé, qu'est-ce que je vois dans la salle? Ma mère et mon frère. Ça veut dire que eux, ils ont tout d'un coup fait connaissance avec ma partie gore. C'est-à-dire la nana qui est capable de faire un vol avec violence aggravée quand même. Est-ce qu'ils savaient pas que t'étais sous crack? Non. Du coup, ça a été un peu dur. Ça a été vraiment dur pour moi que ce soit affiché devant ma famille, devant mon frère surtout, qui après n'a plus jamais... Il voulait plus me voir. Ça s'est arrangé maintenant, mais bah oui. Non, mais lui, c'est quelqu'un qui ne se drogue... Il fume même pas de cigarettes, je veux dire. J'ai eu honte. T'imagines, moi, j'étais un ange. Et, bon, un peu toxico, qui avait eu une histoire malheureuse. Mais derrière ça, après avoir vécu ce truc, de mec qui est mort chez moi, d'être accusé d'homicide involontaire plus non-assistance à personne en danger. Comment je peux, 1 an ou 2 ans après, me retrouver dans ce traquenard où je vais tabasser un mec pour de la thune? Alors pourquoi? Pourquoi? J'avais faim.
coup, quand t'es à ce procès, tu vois ton frère et ta mère qui te regardent, et pour toi, c'est comme un miroir. Dans leurs yeux, tu te vois et tu vois ce que t'es devenu. Ouais, voilà, exactement. Ça m'a fait un tel choc, un tel électrochoc. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a plus choqué que ce mec qui est mort chez moi. De me retrouver face à moi-même, comme tu dis, à ce côté, à ma part d'ombre. Donc là, je me retrouve face à un juge qui me dit « Bon, alors ?» Et là, il me sort un menu. « Vous préférez quoi ? Du ferme ? Des tiges ? C'était quoi ou un bracelet électronique ? C'est quoi des tiges ? C'est du travail d'intérêt général. » Et du coup, j'ai dit des tiges. Et les assises alors ? Alors aux assises, mon avocat que j'avais payé des millions, il vient le jour des assises avec sa valise. Et je lui dis, mais vous allez où ? J'ai un train dans 1h30 pour aller à Chamonix. Je lui dis, ah bon, mais on aura fini dans 1h30. Il me dit, vous inquiétez pas Vanessa, c'est mon métier. Ok. 1h30 après, vice de forme, il a trouvé une espèce de faute d'orthographe dans je ne sais pas quelle connerie. Hop, il est parti au ski. Et moi, ça y est, je suis sortie de là. Voilà. Est-ce que tu étais accusé pour... Homicide involontaire, non-assistance à personne en danger, cession de drogue. Donc tu risquais combien ? 3 ans. Minimum. Et tu t'avais peur de ça ? J'avais très peur. Mais en fait, je ne risquais rien, je crois. Je pense que ce mec, cet avocat, il m'a fait peur pendant des années pour me prendre ma thune. J'ai l'impression que... Bon, c'est pas fini, hein, mais ton histoire est ponctuée comme ça d'hommes qui ont abusé de toi, en fait. Oui, c'est vrai que je me laisse abuser. Je pense que je me laisse abuser. Je pense que c'est toujours le même scénario qui se répète. Que quand j'ai commencé à me vendre, à faire la pute, encore une fois, je me suis laissée abuser. Mais tellement facilement. Je pensais que moi, faire la pute, c'était horrible. C'est hyper facile. Et en plus, je le faisais très très bien. Je me mets dans le rôle. C'est vraiment l'acteur studio, ça. Tu vois, ça m'a aidé. C'est-à-dire que, voilà, c'est un acte de travail. C'est-à-dire que j'ai besoin d'argent. J'allais faire une passe, mais c'est pas moi. C'est-à-dire que je me mettais dans le rôle de la pute. Puis après, je sors de là, je redeviens Vanessa. Alors heureusement, depuis toutes ces années, il y a un endroit magnifique à Paris qui s'appelle Marmottan. Là, je le dis haut et fort. C'est un endroit où il y a donc tout un service gratuit pour les toxicos. Et dans cet endroit, vous pouvez faire... j'ai rencontré un psychiatre génial que j'adorais. J'avais qu'une hâte, c'était le jour de mon psychiatre. Et puis, un jour, il m'a dit, ce serait bien que tu fasses une petite cure pour arrêter ce crack, parce que tu es encore sous méthadone. Donc en fait, j'ai commencé des cures de 1 mois, enfermée à l'hôpital. Ça a été le début de ma guérison. C'est en m'isolant et en faisant un travail quotidien. De toutes les manières, c'est-à-dire que c'est sportif, tu prends des cours, tu fais du sport. Il y a du sauna, du hammam, il y a des massages, il y a du tai chi, tu peux faire de la musique, il y a des séances de psy. Et tout ça sous contrôle avec infirmière, etc., etc. T'as ta chambre, t'amènes ta petite valise, voilà. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que je fais une première session dans cet endroit-là, qui fait que je me décroche un peu du crack. Mais je tombe dans un autre problème, c'est qu'il y avait à l'époque beaucoup de Tunisiens qui arrivaient de Tunisie au moment où il y a eu la révolution arabe. J'habitais à ce moment-là porte de Bagnolet, j'avais trouvé un petit appart porte de Bagnolet, j'avais ma fille avec moi, mon fils venait de temps en temps. Et j'ai trouvé un petit Tunisien qui finalement, lui, dealait du crack. Donc je ne payais pas pour le crack parce qu'en échange, il pouvait dormir chez moi. Bref, je me suis retrouvée à faire un truc comme ça.
Mais ce mec, je me suis un peu attachée, il était gentil, il s'occupait bien de moi, il s'occupait de ma fille aussi. Lui, il fumait pas de crack, hein, mais bon, il voyait que j'étais pas bien, il voulait que je m'en sorte. Et un jour, j'ai très mal aux reins, j'ai une infection des reins, encore une fois. Et je me retrouve au lit coincée, et tout d'un coup, j'ai plus de méthadone. Et je dis ça à mon copain, et il me dit, t'inquiète, je vais aller te chercher de la méthadone au marché noir. Il revient le soir avec une grande bouteille d'Évian comme ça, remplie de méthadone. Et il me dit, bah voilà, tu remplis une fiole tous les jours et puis tu bois ta dose, voilà. Au bout de 3 semaines, je finis ma bouteille. J'ai plus mal aux reins, mais je suis pas bien du tout. Je vais à Marmottan voir mon psy. Il me dit, mais qu'est-ce que vous avez foutu pendant 3 semaines ? J'ai dit, bah, j'ai acheté au Black. J'ai acheté une bouteille d'Évian remplie de méthadone. Je pouvais pas bouger, j'avais trop mal aux reins. Et là, il fait une petite prise de sang au bout du doigt pour savoir ce que tu as dans le sang. Parce que s'il te remet sous traitement de méthadone et que toi, tu as pris de l'héroïne, ça peut te tuer. Donc, ils analysent ce que tu as dans le sang. Il me pique le bout du doigt et puis il me dit, mais Vanessa, tu as 0% de méthadone dans le sang. T'as rien. J'ai dit, mais arrête, j'ai pris ma dernière méthadone ce matin. Il me dit, non, c'est pas de la méthadone. J'ai dit, mais comment ça ? Il me dit, non, il y a quelqu'un qui t'a fait une blague. J'ai dit, mais j'ai quoi dans le sang ? T'as rien. Mais ça fait des années que j'ai jamais... Ça fait des années que je suis pas à jeun. Et là, d'un coup, pour la première fois de ma vie, depuis 15 ans, j'ai pas de méthadone dans le sang. Et il me dit, bon, tu vas te faire amener une valise, je te garde. Je te laisse pas partir comme ça, parce que tu peux nous clamser dans les bras. C'est très dangereux d'arrêter la méthadone comme ça. Je te garde. Donc, je suis restée 1 mois et demi à l'hôpital, sous contrôle. Et je suis sortie de là, je n'ai jamais pris depuis ni méthadone, ni héroïne, ni Walou. Et en fait, quand je suis rentrée chez moi en train de dire, tu sais quoi ? Je dis à ma fille, non mais tu sais ce qui m'est arrivé ? Je suis arrivée à l'hôpital l'autre fois. Il y avait le mec et ma fille, ils s'étaient occupés d'elle pendant que j'étais pas là. Et ben j'avais pas de méthadone dans le sang. Et les deux, ils rigolent. Ben oui. Ben en fait, on a recherché sur Internet comment faire pour arrêter la méthadone. On a vu qu'il y avait la méthode chinoise. Et qu'à Belleville, il y avait un Chinois qui faisait un produit qu'on a acheté pas cher, avec des plantes, à base de plantes, qui fait le même goût que la méthadone, mais ça n'en est pas. C'est un leurre. Et donc moi, qui tous les jours prenais ma méthadone, psychologiquement, j'avais ma méthadone, donc je me sentais pas si mal. Et je pensais que mon mal était mon infection. Mais en fait, mon mal était mon manque. Mais comme je ne le savais pas, je l'ai vécu sans problème. Je suis arrivée à l'hôpital 1 mois et demi après, je suis sortie fraîche comme... Et depuis, je n'ai plus jamais retouché à aucun opiacé. C'est dingue, non ? C'est quand même un truc de fou, quoi. À suivre.